Alors, mon nom est Sylvain Charlebois. Je suis directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie à Halifax. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à Halifax? Il devrait y avoir plus de mains quand même. C'est une belle ville. Mais attendez en juin. Juin à novembre, c'est mieux que là. Fait que je suis bien content d'être à Montréal avec mon bon ami Isabelle Marquis, que vous connaissez tous, nutritionniste. Ensemble, on voulait faire quelque chose au CIAL. Puis, on cherchait un concept, on cherchait une idée. Puis, cette année, c'est le 5e anniversaire du nouveau guide alimentaire, qui n'est plus si nouveau que ça, mais est-ce que vous saviez que ça fait 5 ans qu'on a le nouveau guide alimentaire? Hein? Quand même, ouais, plus ou moins. Hein? Ça a marqué votre vie, j'imagine, ouais? Vous consultez le guide à tous les jours, religieusement? OK, c'est ça. Mais en fait, il y a 5 ans, ça a été quand même un moment assez historique, hein, Isabelle? Ça a été, définitivement. Oui, ça a été vraiment... il y a eu un grand changement. Tout le monde en parlait. Tout le monde parlait de la nouvelle approche et tout ça. Donc, avant de commencer, on n'a pas la présentation, par hasard? Excusez-moi. Ça, c'est la tienne. Veux-tu que je la fasse à ta place? Un instant, s'il vous plaît. En attendant, pendant qu'on s'installe avec la technologie, la première question que j'ai pour toi, Isabelle, c'est quels ont été les changements? Il y a 5 ans, là, on parlait du nouveau guide. Toi, tu suis ça, c'est ton domaine. Qu'est-ce qui a changé vraiment là, avec le guide alimentaire il y a 5 ans? Beaucoup de choses. Ouais. En fait, c'était un guide, si vous vous souvenez bien, qui était très attendu. De un, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de refonte importante sur cet outil-là, qui demeure aujourd'hui, si je ne me trompe pas, un des outils les plus consultés par les Canadiens au Canada. Oui, le deuxième. Le premier, c'est les taxes. Oui, c'est ça. Faut le rappeler. Mais quand même, je pense que c'est intéressant de le souligner. En fait, le nouveau guide alimentaire, pour un certain nombre de personnes, a presque eu l'effet d'une bombe, j'aurais envie de dire, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On a été habitués, et là, je vais parler pour ma génération, depuis que je suis toute petite, à avoir ça sur le frigo, le cercle avec 4 couleurs différentes, 4 groupes alimentaires, des exemples, des portions, les portions ajustées par groupe d'âge aussi. C'était très fragmenté, très segmenté. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus de groupes, ou du moins pas les mêmes 4 groupes, il n'y a plus de portions. Et certains aliments, notamment les produits laitiers, pour ne pas les nommer parce qu'il y en a entendu parler juste un peu, laitiers, oui, j'imagine qui constituait un groupe en soi et qui, là, tout d'un coup, devenait secondaire. Non pas, évidemment, ils n'étaient pas éliminés, mais on a fait place aux protéines végétales. Donc, ce qui était des groupes d'aliments, là, il y a des nutriments qui sont venus dans la segmentation aussi du guide alimentaire canadien. Fait que, bref, d'une certaine façon, beaucoup d'éléments du nouveau guide étaient peut-être plus simples et intuitifs que la version précédente. D'un autre côté, l'écart ou les changements étaient tellement importants que pour beaucoup de gens, ça a été très déstabilisant. Et d'ailleurs, on voit bien certaines données dans l'étude que vous avez faite, qu'on va pouvoir présenter, mais comme quoi il y a certains repères auxquels les gens étaient habitués et qu'ils souhaitent voir réapparaître dans le fameux guide. Toi, comme experte en nutrition, est-ce que tu étais à l'aise avec ces changements-là? Bien, écoutez, oui, il y a un certain nombre de choses, je pense, dans les changements qui, je crois, étaient souhaitables. D'abord, j'apprécie que le nouveau guide soit beaucoup plus englobant, non pas juste sur les aliments eux-mêmes, mais sur le contexte de consommation. Donc, on parle de manger ensemble, on parle de boire de l'eau, on parle de tout le côté social, la répartition dans la journée aussi selon les différents repas. Il y a des éléments qui sont vraiment très intéressants. Le fait de mettre en lumière les protéines végétales, j'aurais préféré qu'on parle d'aliments sources d'ingrédients végétaux et notamment de protéines, sans faire nécessairement juste un focus sur les protéines, bien que je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mais on parle beaucoup de protéines depuis ce temps-là. Hein? Les gens, en fait, repensent à leur relation avec la protéine de façon générale. Là. Absolument. Ouais. Mais
ce sont des aliments protéinés à base d'ingrédients végétaux. Ça représente mieux ce que c'est que de parler juste de protéines végétales. Fait qu'il y a eu de l'ajustement qui a été fait aussi au fil du temps de la part de Santé Canada sur le vocabulaire qui est utilisé, comment expliquer le nouveau guide. Je pense que c'est définitivement mieux qu'on est en meilleure position qu'il y a 5 ans. Fait que là, visiblement, je pense pas qu'on a la présentation, c'est ça, si je comprends bien? OK, bien, regarde, on va improviser. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu as les... Ah, tes acétates. Elle prépare très bien. Elle a appris, elle, d'avoir les acétates. Mais regarde, je vais te poser des questions. Tu te fais avoir une fois dans la vie, pas de PowerPoint, puis... Ah, c'est pas la première fois que je me fais avoir. Ce qu'on a fait au laboratoire à Dalhousie, c'est qu'on a sondé les Canadiens. On a sondé quoi? 2000 quelques, là, j'ai pas le chiffre 2000 Canadiens sur leur approche nutritionnelle. Qu'est-ce qu'ils font maintenant avec la nutrition depuis 5 ans? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Okay? Et on a abordé différents sujets, la protéine, on a abordé aussi l'aspect des produits transformés. Hein? Oui, ça a été vraiment un gros volet pour ce qui est du guide alimentaire. Aussi, on a posé des questions sur la protéine, de façon générale. Protéines végétales, fruits et légumes, poissons, grains entiers, de l'eau. Ouais. On a aussi creusé dans les générations, parce qu'évidemment, on institutionnalise le guide alimentaire maintenant. Fait que c'est sûr qu'on s'attend à ce que les jeunes soient, disons, plus influencés, peut-être un petit peu plus que les plus vieux. Moi et toi, on a grandi avec les 4 groupes, là. C'est ça. En gros, là, en regardant les résultats, puisque tu as une copie devant toi, puis pas moi. On peut la partager. Non, c'est correct. Mais tu as regardé les résultats. Je t'ai envoyé ça, la semaine passée. Quelles ont été les surprises? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans les résultats de façon générale? Puis je te laisse choisir le volet que tu veux, là. Bien, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de données qui vaudra la peine d'être partagées plus en détail. Mais premier constat qui m'a fait sourire, et dans le bon sens du terme, c'est que tu parlais de séparation des générations et de voir qui réagit comment. Sur plusieurs des indicateurs qui se sont améliorés, donc dans les habitudes alimentaires des consommateurs, les milléniaux et les boomers, tous les deux, se classent ou sont les 2 groupes, en fait, qui, sur beaucoup d'indicateurs, ont été ceux qui ont fait le plus d'amélioration. Ça m'a surpris. De changement, là. De changement, oui. Donc, qui ont par exemple, quand on parlait des tiens, je vais aller plus loin, là. Excusez. On va vous donner des données exactes sur les fruits et légumes, entre autres. Vous aviez demandé, c'est ça, augmentation de la consommation de fruits et légumes, de protéines végétales ou d'aliments surtransformés au cours des 5 dernières années. Bien, dans les 3 cas, milléniaux surtout, mais boomers arrivant en deuxième. Et parfois pas si loin derrière. Donc, on a tendance à dire, oui, les jeunes, puis les plus vieux, eux autres, ils ne changent pas leurs habitudes. Faux. Du moins, c'est ce que votre étude faisait ressortir. Fait que ça a été une belle surprise. Es-tu capable d'expliquer ça? Bien, c'est parce qu'ils scientifiquement parlant, non. Ils sentent la vie qui achève, ils veulent la rattraper. Bien, en fait, je ne me souviens plus comment est-ce que vous les appelez, mais il y a une autre génération au-dessus des boomers aussi. On appelle la grande génération. Oui, d'accord. Ouais. C'est un terme qui a été anglicisé. Là, oui, Great Generation. The Great Generation, oui. C'est ça. Donc, si on prend vraiment les plus vieux, eux, effectivement, c'est pas là qu'il y a eu le plus de changements. C'est pas là qu'on a la plus grande familiarité non plus avec le guide alimentaire canadien. Mais de manière générale, en fait, la génération des boomers, c'est une génération qui ont des petits-enfants aujourd'hui. Ah. Et les tout-petits, eux, ils poussent. Il y a beaucoup plus d'éducation en saine alimentation qui se fait au niveau des garderies. Nous, on a mal mangé, mais pas nos petits-enfants, c'est ça? On ne veut pas qu'ils mangent mal. On en connaît plus, mais les tout-petits arrivent aussi souvent à la maison avec des demandes ou avec des questions davantage. Et les tout-petits ont l'air d'avoir clairement une influence sur cette influence-là, influence les grands-parents et les autres générations. Exactement. Okay. Et ce qui est aussi intéressant en lien avec ça, c'est que la génération, j'ai envie de dire, du milieu, les X, qui sont les parents. Tu me vieillis. Mais non. En fait, du côté des X, on a eu beaucoup moins de changements. Les X semblaient aussi ceux qui semblent en ce moment, ou du moins dans les derniers mois ou la dernière année, avoir eu une perception plus importante que d'autres groupes de l'accessibilité, donc qui a été
Oups, on a du temps qui change ici. Ah ouais. Que les aliments, donc d'un point de vue physique et monétaire, ou économique, je devrais dire, sont moins accessibles qu'ils l'étaient. Ça semble les affecter davantage là, que d'autres générations. J'ai aussi été agréablement surprise que pour certains indicateurs, notamment ceux qui ont fait le plus grand changement dans leur consommation de fruits et légumes et de protéines végétales, ce sont les hommes plus que les femmes. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. Et pas de 2 on est 58 contre 42 ou 56 contre 44. Donc là aussi, cette fausse perception ou bien conclusion facile qu'on a tendance à faire de dire que les femmes sont plus sensibilisées à ça. Les fruits et légumes non. prennent de la place là, dans l'assiette. Là, c'est la moitié carrément. Là, Oui. Donc, c'est vraiment important là, comme changement. Absolument. À l'inverse, une surprise qui m'a moins fait plaisir, ou du moins pour lequel j'ai encore des gros points d'interrogation dans ma tête, je ne sais pas si toi, tu auras une piste pour m'éclairer là-dessus. Ceux qui ont le plus augmenté leur consommation de fruits et légumes et de protéines végétales depuis la sortie du dernier guide alimentaire canadien ont aussi augmenté leur consommation d'aliments ultra transformés. Belle contradiction ici. Ben, je sais pas je ne suis pas sûre que je la comprends. Je l'ai vue, celle-là, puis je me suis dit, ben, je pense que ce sont des synonymes dans la tête de beaucoup de gens, parce qu'au début, avec l'invasion de Beyond Meat, c'était vraiment le terme qu'on entendait souvent. Bien, les produits hybrides, les produits à base de protéines végétales, c'était des produits ultra transformés. Puis on entendait parler des producteurs de bœuf, des producteurs de porc. Bien, pourquoi manger un produit transformé ou ultra transformé quand on offre vraiment un produit à ingrédients singuliers? Tu sais, dans le fond, il y avait beaucoup de ça qui se passe, puis ça se passe encore aujourd'hui. Mm-hmm. J'ai l'impression, puis nous, on le voit dans nos données, c'est que souvent, quand on parle de protéines végétales, en fait, c'est le leg depuis les 5 dernières années, c'est qu'on parle beaucoup de produits transformés. Puis ce qu'on remarque, puis j'en ai parlé ce matin, lors du volet de l'innovation, c'est qu'on voit de plus en plus qu'on fait attention justement à ce volet de transformation-là pour offrir de nouveaux produits. Je ne sais pas si tu l'as remarqué au Cial, toi qui es vraiment impliqué dans Cial Innovation, j'imagine que c'est un point sensible, ça, pour le lancement de nouveaux produits. Il ne faut pas que ce soit trop transformé, il faut que ce soit nouveau, mais pas trop transformé. Tu sais, c'est un équilibre difficile à atteindre, là. Clairement. Oui, c'est un équilibre difficile à atteindre. Puis si je prends l'exemple du secteur végétal, puisque c'est un élément clé de notre fameux guide alimentaire, une des choses qui m'a marquée dans les candidatures qu'on a eues au concours Cial Innovation cette année, évidemment, le végétal est encore là. C'est une tendance qui est très présente, mais contrairement aux dernières années où c'était surtout des analogues, donc des copies, on essayait de faire des faux ceci ou des faux cela, aucun cette année de ces produits-là. Quand même beaucoup de produits végétaux, mais des produits végétaux que j'aime appeler des produits assumés. Donc, ça goûte ce que ça goûte et on dit haut et fort sur le devant de l'emballage ce que ça contient. Donc, le végétal devient de plus en plus assumé et avec une belle mise en valeur de certains ingrédients fonctionnels qui sont utilisés. Et introduction des nouvelles technologies aussi dans le développement de ces aliments-là, mais pas dans l'optique de la copie, mais dans l'optique de préserver la valeur nutritive le mieux possible. Du produit. Voilà, parce que plus on transforme, plus on en perd. Donc oui, ça a beau être végé, au final, s'il ne reste rien dedans, c'est plus ou moins intéressant. Mais ça semble être un souci de plus en plus important des entreprises qui ont compris que pour la plupart des consommateurs, quand je parle de végétal, j'ai instinctivement une perception que c'est meilleur pour la santé. Mais la vague du faux ceci ou faux cela est venue faire mentir cette perception-là. Ça l'a écorché beaucoup. On l'a vu dans les ventes d'ailleurs. De toute façon, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais donc, oui, il y a une nouvelle vague de produits végétaux qui, je pense, vont avoir beaucoup plus de succès. En passant, si vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas. Il nous reste à peu près 10 minutes ensemble, là. Mais si vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas. Levez votre main, puis on va vous écouter. Isabelle, faut que je te parle des produits laitiers, là. Ça a été perçu comme les grands perdants du nouveau guide, là, il y a 5 ans. Là. L'héritage de tout ça, là, depuis 5 ans, tu penses-tu vraiment que les produits laitiers ont écopé
par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans avec le guide alimentaire, l'eau et le breuvage de choix maintenant, c'était immense là, comme décision, comme changement. Toi, tu penses que le secteur... Puis j'étais dans la section du lait hier, là, c'était la soirée poutine en passant, très important. Mais moi, j'ai parlé avec beaucoup de producteurs puis des fromagers, puis eux, ils sentent un engouement. 5 ans plus tard, là, ils sentent... les gens veulent découvrir, ils veulent essayer de nouveaux fromages, puis ils voient qu'ils font affaire avec une clientèle qui est un peu, disons, qui est plus excitée. Je sais pas, toi, tu vois de quoi, toi, de ton point de vue? Absolument. Je trouve ta question super intéressante. Puis en fait, je dirais qu'à court terme, donc quand le nouveau guide est sorti en 2019, oui, ça a fait réagir le secteur laitier et ça l'a fait réagir très fort. Avec raison, j'ai envie de dire, parce que c'était quand même un changement majeur qu'il n'ait plus leur quart de tarte dans le fameux guide. Cela dit, de mon point de vue, et ça, je pense que c'est un très bel exemple, toute crise vient avec une opportunité de se renouveler. Ah, toi, tu as vu ça comme une crise? Bien, à un certain moment, oui. Okay. Je veux dire, c'était dans tous les médias et beaucoup ont été très mal à l'aise avec ce changement-là. Ça a été expliqué. Il y a eu une révision des messages aussi de la part du gouvernement à ce sujet-là, ce qui est parfait. Mais une fois que le choc est passé, j'ai envie de dire, là, une partie de l'industrie s'est repositionnée. Et il y en a qui ont compris que ça pouvait être une opportunité de revaloriser, parce que beaucoup des produits laitiers, tu seras peut-être ou pas d'accord avec moi, mais étaient beaucoup perçus un peu comme de la commodité. On ne se pose pas de questions. Du lait, c'est du lait. Un yogourt, on change la saveur, mais dans le fond, c'est... Alors que là, ils avaient l'opportunité, et plusieurs l'ont pris, de remettre sur la carte les produits laitiers, de les légitimer sous d'autres angles et sous d'autres arguments, de leur refaire une place dans notre vie et dans notre assiette, mais pour des raisons peut-être différentes. Donc, c'est plus juste pour se remplir l'estomac ou parce que c'est un bon ingrédient, mais parce que c'est un aliment nutritif à part entière et de faire des choix peut-être plus qualitatifs aussi dans l'offre qui nous était proposée. Fait au final, 5 ans plus tard, je pense que ce qui était perçu par cette industrie-là comme une crise au départ leur a servi. Les grands oubliés, souvent, c'est les poissons et fruits de mer. Oui. Moi, je suis en Atlantique, fait qu'on me le garoche d'en face souvent. Là. On en parle pas assez. Hein? On en parle pas assez souvent. Hein? Puis, c'est dans le guide. Toi, tu penses que le guide a aidé à la mise en valeur des poissons et fruits de mer ou est-ce que ça n'a pas vraiment eu un effet, tu penses? En me fiant sur les chiffres que tu m'as partagés, l'effet semble plus limité que pour d'autres produits comme les fruits et légumes ou les protéines végétales, où on a vu des augmentations beaucoup plus significatives de consommation ou d'intérêt de la part des répondants. Du côté des poissons fruits de mer, en fait, oui, il y a eu une augmentation, mais c'est ça, plus je ne veux pas dire mitigée, mais en tout cas plus discrète, on va dire. On a encore, je pense, beaucoup de travail à faire pour valoriser les produits de la mer, à moins d'être dans une région comme la vôtre où vous y avez accès directement avec beaucoup de fraîcheur. Il reste, je crois, un certain aura à la fois positif et négatif autour des poissons. On a beaucoup parlé dans les dernières années des enjeux de contamination de mercure ou autres contaminants qui se retrouvent dans les poissons, de parasites, de toute la surpêche, et ou les enjeux écologiques en lien avec... Les gens se posent beaucoup de questions. Au-delà de la nutrition, ils se posent des questions sur l'environnement, l'éthique. Et d'ailleurs, je l'avais mentionné dans une conférence il y a 2-3 ans. J'avais ressorti des questions ou des commentaires qui bouillonnaient autour du sujet des poissons. Puis, j'ai trouvé beaucoup des deux extrêmes. Donc, d'un côté, on nous encourage à en manger plus parce que c'est plein de bons gras, c'est des bonnes protéines, ça donne de la diversité dans notre assiette, il y a certaines vitamines extraordinaires. Et d'un autre côté, on nous dit, attention, il y a des contaminants, des métaux lourds, ça pollue énormément, etc. Donc, finalement, c'est bon, c'est pas bon pour la santé, le poisson? La question se pose, je dois dire. Donc, ça va au-delà du guide alimentaire canadien, tant qu'à moi, pour cette catégorie-là. Il y a un ménage à faire dans les messages pour qu'on comprenne mieux quelle est la vraie valeur et aussi que cette industrie-là continue le travail qu'ils sont après faire, surtout pour ceux qui font de l'élevage
soit en mer ou dans les côtes, de continuer d'améliorer les pratiques pour que le produit fini soit véritablement et nutritif et durable. La question qui tue, une question que je ne t'ai pas posée puis tu t'en entends pas, mais vu ton rôle au CIAL, tu es président du jury, CIAL Innovation, tu vois tous les produits qui arrivent ici. Toi, tu vois-tu un portfolio de nouveaux produits qui supportent le nouveau guide alimentaire? Est-ce que tu vois le guide alimentaire dans l'innovation que tu vois depuis quelques années? Parce que tu fais ton rôle, tu occupes ton rôle depuis quelques années. Là. Tu vois-tu l'influence? Est-ce que l'influence est palpable dans ce que tu vois au CIAL? Palpable, non. Mais j'ai envie de dire, la santé au sens large fait clairement partie à la fois des préoccupations, mais des opportunités d'innovation aussi que beaucoup d'entreprises vont aller chercher. Ce qui me fait particulièrement plaisir, et il y a certains éléments dans votre sondage d'ailleurs qui le mettaient en lumière, c'est que la notion de, j'ai envie de dire le mariage même entre la santé et le plaisir est de plus en plus évident, de plus en plus, pas juste accepté, mais les gens semblent de plus en plus réceptifs à ça et y croire. Le guide alimentaire y a peut-être contribué, en fait, je le souhaite. De façon implicite, exactement, sans que ce soit... oui, ça fait partie des messages, mais bon, c'est mêlé avec plein d'autres choses. C'est pas un focus. Parce que dans le fond, excuse-moi de t'interrompre, Isabelle, mais les gens, la plupart des gens vont dire, puis on l'a vu dans le sondage, ils vont pas dire le guide nous influence à tous les jours. On ne consulte pas nécessairement le guide. Mais l'influence est quand même là, parce que c'est un message assez clair qu'on a reçu il y a 5 ans. Puis les gens y pensent un peu. C'est toujours difficile d'aller chercher quelqu'un et avouer que le guide alimentaire est... Mais on y pense. On le voit qu'on y pense. Puis dans les résultats du sondage, on le voit clairement que les gens savent qu'il y a un nouveau régime qui est prescrit par Santé Canada. Là. Absolument. Puis j'essaie désespérément de retrouver la donnée dans mes notes parce que oui, il y a eu une influence. Et la donnée est intéressante. Je m'excuse, je ne me souviens plus à quelle page. Ça, je ne l'avais pas appris dans l'ordre. Mais bref, si je vais de manière générale, ça, je pense que c'est un message positif qu'on peut passer. Oui, absolument. Globalement, votre sondage démontre bien que le nouveau guide alimentaire canadien semble avoir eu une influence positive. Quand on isole les gens qui le consultent sur une base occasionnelle ou régulière et qu'on croise ça avec quels changements ils ont fait, s'ils ont fait des changements, plus ils le consultent, plus ils sont familiers avec le guide, plus ils ont fait d'améliorations significatives et plus ils ont une perception positive du guide. De manière générale, la perception est quand même pas mal positive dans l'ensemble de la population. Ça me surprend, je dois dire franchement, parce qu'avec l'animosité qu'on a vue il y a quelques années, je pensais que les gens étaient pour avoir, disons, une opinion plus ou moins positive, là. Mais c'est pas ça qu'on a obtenu du tout du sondage. Là. Non, c'est ça. De manière générale, la perception est vraiment positive. Il y a certains changements qui semblent souhaités et qui, comme je disais en intro, font le pont avec l'ancienne version du guide qu'on avait, notamment de ramener les portions, d'être guidé davantage sur les portions. Ouais. Et aussi, on parlait tout à l'heure d'aliments ultra transformés. Les aliments, la notion, juste l'expression aliments transformés ou très transformés ou ultra transformés, il y a une grande confusion à ce niveau-là. Absolument. Puis toi, tu en parles souvent de ça. Hein? Bien oui, parce que je pense que c'est important de rappeler à l'industrie que nous, dans notre perspective industrielle, ces mots-là réfèrent à quelque chose de technique concret. Un aliment ultra transformé correspond à quelque chose de spécifique. Mais on le sait tous que tous les aliments sont transformés. Je veux dire, à moins de prendre une pomme entière qu'on a juste lavée à l'eau, dès qu'on l'a coupée puis qu'on a mis du jus de citron dessus pour pas qu'elle noircisse, c'est un aliment transformé. Donc, il y a une grosse réserve de la part de l'industrie parce qu'on se dit, bah là, tout est transformé, c'est quoi le problème? Mais dans la perspective du consommateur, ce mot-là a un poids et une perception qui est complètement différente. Il va falloir travailler là-dessus pas mal. Il va falloir définitivement travailler là-dessus et pas prendre pour acquis qu'ils comprennent la différence entre transformation de base et ultra-transformation. Dernière question, parce que je vois que le temps file. C'est quoi tes attentes pour l'avenir? On a là le guide de 5 ans. On nous a promis une révision dans 5 ans, il y a 5 ans. On
On n'a pas entendu rien. Je ne sais pas, peut-être que j'ai manqué ça, mais j'ai rien entendu de Santé Canada. Non, en effet, j'ai eu le privilège de parler avec un des représentants de Santé Canada qui est dans la salle et qui va monter sur scène, je pense, tout à l'heure. Et je lui ai posé la question il y a une demi-heure et non, il n'y a pas de changement à court terme. Donc, c'est quoi tes attentes comme professionnel de la santé là, pour ce qui est du guide alimentaire? Est-ce que tu penses qu'on s'attend à une révision, une refonte? Est-ce qu'on s'en va vers un guide similaire pour les 20 prochaines années? C'est quoi? Bonne question. En fait, refonte complète à court terme, non, je ne pense pas. Les bases du guide sont quand même des bonnes bases. J'aurais aimé qu'on commence à parler de végétal et à mettre en valeur certains des messages qui sont dans l'actuel guide bien avant 2019. Cela dit, ce que Santé Canada a déjà commencé à faire et que je les invite à continuer de faire peut-être avec encore plus de vigueur, c'est d'investir en communication auprès des consommateurs pour approfondir les messages, les clarifier, donner une perspective au guide parce que la belle assiette, c'est bien, mais je donne un exemple qui va te toucher personnellement, vu ton expertise. La situation économique actuelle, elle n'est pas facile pour beaucoup de consommateurs, mais les gens veulent quand même bien manger. Quand on prend cette fameuse assiette-là, si je la suis à la lettre telle qu'elle est illustrée, c'est pas que c'est pas accessible à personne, mais c'est pas accessible nécessairement à tous, mais il y a moyen de la rendre accessible. Donc, de profiter de ce qui se passe dans l'air du temps et de continuer de faire évoluer les messages pour que le guide ne soit pas un outil statique, mais un outil dynamique et toujours pertinent en fonction des attentes ou des perceptions et de ce qui se jase dans la population aussi. Absolument. En fait, justement, il y a 5 ans, on avait approché Santé Canada, on leur avait demandé s'ils avaient fait une évaluation financière et économique du nouveau guide, combien ça coûte se nourrir en suivant le guide alimentaire. Et la réponse qu'on a eue, c'est qu'il n'y avait jamais eu d'évaluation du tout. Donc, l'influence, l'inspiration venait de la science, de la nutrition exclusivement, pratiquement. Puis, c'est sûr que nous, notre travail, c'est de rendre une diète réaliste et accessible. Fait que c'est sûr, moi, je suis absolument d'accord à 100% avec toi en espérant qu'avec l'avenir, avec ce qui se passe avec l'inflation, c'est qu'on va continuer à miser vers une diète prescrite qui va être abordable pour tout le monde. Absolument. Sur ce... Excuse-moi. Non, j'allais juste ajouter, pour finir vite sur ce que tu dis, oui, sur l'aspect économique, mais sur tout le reste aussi. Il y a plein de buzz, il y a plein de nouvelles, de nouveaux mots-clés ou de tendances, de sujets chauds qui se discutent auprès des consommateurs, à l'intérieur de l'industrie aussi, de rester le plus possible au courant de ça pour avoir d'avance des messages et, encore une fois, adapter le guide de façon à ce qu'il ne soit pas statique, mais vraiment dynamique en fonction du marché. Absolument. Sur ce, on va laisser la place à nos autres conférenciers et conférencières qui sont excellents. Est-ce qu'on a une question? C'était supposé être aujourd'hui. Mais je vais m'assurer que le CIAL ait une copie à partager. Sinon, simplement me communiquer avec moi au laboratoire. Là, simplement chercher notre laboratoire, puis on va vous envoyer une copie, absolument. Okay. Désolé pour le pépin. Sur ce, je te remercie. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. J'ai adoré. Oui, enfin, ça fait 5 ans qu'on en parle. Oui, c'est ça, exactement. Merci Isabelle Marquis, nutritionniste. Et Grand moi, plaisir. Sylvain Charlebois. Merci Sylvain. La projection d'aliments fait tourner l'économie.